Bonjour à tous, nous sommes en direct du théâtre de Laval, au Square, pour le festival du premier roman et des littératures contemporaines, sans public, ou en tout cas avec un public qu'on imagine derrière les écrans, et qui nous manque et qu'on salue. 3/4 d'heure ensemble avec Capucine et Simon Johannin, pour une table ronde qui s'intitule « Question de style ». Simon, vous étiez déjà venu à Laval en 2018 pour votre premier roman « L'été des charognes ». Mais c'est avec ce roman écrit à 4 mains avec Capucine, Nino dans la nuit, que vous avez reçu le prix littéraire du 2e roman l'an dernier, cette édition qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, vous avez votre trophée en chocolat de Pâques. Je ne sais pas si vous oserez le grignoter. On ne va pas le regarder sur la métagère. Vous avez également publié l'an dernier un très beau recueil de poésie, Nous sommes maintenant nos êtres chers. Et les 3 livres ont été édités aux éditions Alia. Alors avant qu'on parle de Nino dans la nuit, je voudrais qu'on parle quand même un tout petit peu de l'été des charognes, même si j'imagine bien que c'est un peu loin maintenant. Mais l'été des charognes, moi j'ai un souvenir de lecture à sa sortie d'un roman ultra noir, dur, âpre, au milieu de nulle part, la France profonde, quoi, enfin la France rurale, avec ce quotidien d'une bande d'ados. Alors le livre était signé Simon Johannin, mais en fait votre travail commun, il était déjà là à ce moment-là, parce que je crois qu'en fait l'idée, l'inspiration de l'écriture, c'est parti de photos de Capucine, c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. Vous nous racontez un peu? Oui, en fait, c'est-à-dire que on était étudiants au moment où j'ai écrit L'été des charognes, en école d'art. Capucine était étudiante en photographie, et donc avec une pratique quotidienne de la photo, et une fois on revenait effectivement dans l'anneau qui m'avait grandi. Et elle a fait des images, j'en ai fait aussi. On est remonté ensuite à Bruxelles, on était étudiants avec les photos. Et c'est vraiment avec le regard des gens autour de moi et puis le regard que Capucine portait sur ce territoire qu'elle ne connaissait pas. Moi je le connaissais, c'est une réalité comme une autre. Je trouve que pour toi qui est au banlieue parisienne, un choc culturel aussi étrange que moi dans l'autre sens. Et donc du coup c'est ce décalage en fait entre ce que moi je connaissais de la réalité, la perception qu'on en avait Capucine à travers les photographies et le regard que les gens portaient sur ces photos, que je me suis dit qu'en fait il y avait une histoire qui se racontait. Et alors au début j'ai commencé comme j'étais amené à faire du travail plastique, j'ai commencé à mélanger les textes et les images. Et petit à petit, les images sont parties, le texte est resté. Et Capucine m'a accompagné tout le long du processus, parce que ça a toujours été la personne qui a le plus lu, le plus commenté, le plus guidé le travail de l'écriture. Mais effectivement, ça part dans le texte, elle est très différente de Nino, parce que Nino, c'est un livre qu'on a conçu ensemble, mais L'été des charognes, c'est vraiment son geste photographique qui a fait naître mon geste d'écriture. Donc c'est comme ça que ça s'est passé un peu par accident. Elle m'intrigue beaucoup, je ne les ai pas vues, les photos de l'été des charognes. C'était. Vous étiez étudiant, enfin, on va dire jeune artiste, d'être à l'origine de cette impulsion d'écriture par son propre travail photographique. Ça vous a donné envie de continuer encore plus, et puis effectivement de s'investir pour arriver avec cette écriture à 4 mains derrière. De continuer quoi Et les photos et le travail en commun finalement. Oui, de toute façon, c'est pas le premier truc qu'on a fait ensemble, c'était un petit court-métrage quand on était encore. Toi, t'étais encore. Parce qu'on s'est rencontrés en école de cinéma. Je suis pas restée longtemps, je suis restée 2 mois, mais. J'ai déjà essayé de faire des études. Voilà, au final, depuis 10 ans qu'on est ensemble, on a toujours fait des choses ensemble au niveau artistique. Bon, c'est pas la première fois qu'on collaborait. C'est vrai que moi j'aime plus que Simon, j'aime bien le travail en groupe, j'aime bien faire des choses à plusieurs, et que ça soit dans le domaine artistique ou pour le reste, c'est vrai que je trouve que on se tire vers le haut, on se comprend vraiment bien, donc on sait comment faire pour
on a à la fois le regard extérieur qui permet de dire à l'autre, ah en fait, parce que c'est vrai que moi je le vois maintenant aussi en écrivant, qu'il y a des choses, on est tellement dedans qu'on les remarque pas, et l'autre il est capable de dire, ah là c'est un peu trop ci, c'est un peu trop ça, et en même temps on se comprend tellement bien que les remarques de l'autre, moi j'avais été étonnée, même que ce soit pour l'été des Charognes ou Mino, quand je te disais un truc, C'est intégré à chaque fois. ouais, tu comprenais vraiment bien ce que j'avais pas besoin de à peine quelques mots et tu comprenais tout de suite et ouais, on est Ça, c'est efficace. aussi pour ton On écriture. connaît ouais, tellement bien qu'on est efficace ensemble. Oui, et puis moi je pense qu'on arrive aussi à mettre l'ego de côté dans les critiques qu'on se fait mutuellement sur le travail. Que ce soit effectivement les retours que tu faisais pour l'été des Charognes, moi ce que je fais en ce moment, c'est Capucine est en train d'écrire un roman qu'elle signera seule, mais dans lequel je l'accompagne de la même manière qu'elle m'accompagne dans mes gestes d'écriture, parce qu'on fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, c'est une zone de solitude un peu pesante. C'est vrai que nous, on n'est jamais vraiment tout seul là-dedans. Oui, parce que finalement, l'idée du collectif en art, c'est quand même plus fréquent. Le collectif de photographes, évidemment, dès qu'on est dans l'animé, enfin film, etc., c'est des équipes. L'écriture, on imagine toujours ça comme quelque chose d'assez solitaire jusqu'à la rencontre avec l'éditeur. Et là, moi, j'ai l'impression que vous faites un peu aussi un peu éditeur l'un pour l'autre en amont, mais avec une connaissance telle de l'autre que c'est peut-être encore plus efficace que... Oui, et puis là où c'est différent, c'est que le travail avec l'éditeur, il commence à une étape très avancée du processus d'écriture. Nous, on est imbriqués dans le processus de l'autre dès le début. L'été des Charognes, Capucine, on a lu des morceaux avant même qu'on sache que ça allait devenir un roman ou qu'il y avait l'idée de roman derrière. Voilà, à chaque fois, on est déjà dans les toutes premières versions, dans les toutes premières choses, on est déjà présent. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve qu'on est ce truc un peu de la figure de l'écrivain hyper solitaire, hyper sacralisé dans ce sens-là, alors que je pense que oui c'est une manière d'écrire qui se pratique très bien depuis très longtemps, et c'est bien d'inventer aussi autre chose et d'expérimenter des nouvelles manières de faire. Et alors, peut-être que je suis indiscrète, mais effectivement, moi, cette écriture à quatre mains, elle m'intrigue. Sur la répartition des qui écrit quoi, est-ce que vous écrivez un bout, l'autre prend la suite, est-ce que... Alors j'imagine que l'histoire vous la construisez ensemble au début, et après comment ça se passe? Donc ça déjà, oui, de base on était parti, on voulait raconter une histoire d'amour. Moi j'avais aussi fait lire à Simon des romans graphiques que j'aimais beaucoup pour donner un peu un ton qui m'intéressait pour l'histoire. Okay. C'est Preacher surtout, qui est un roman graphique américain de Dylan Lewis. Ouais. Et Y aussi. Ce sont des choses assez très... Parce que moi je lis très peu de romans. Hein. Franchement le dernier que j'ai lu, je sais même pas, c'était plus maintenant. Donc moi je suis vraiment, c'est plutôt ma passion, c'est plutôt le cinéma. Et après j'aime beaucoup la bande dessinée, roman graphique, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt ça que j'avais donné à Simon. Et où c'est pareil, Preacher, c'est une histoire d'amour aussi avec un prêcheur alcoolique qui se fait posséder par une espèce d'entité qui lui donne une voix qui peut faire obéir tout le monde, et il est amoureux. Son meilleur ami, c'est un vampire alcoolique aussi, et il est amoureux d'une fille, Tulipe, qui était tueuse à gages. Et c'est pour ça d'ailleurs que le personnage s'appelle Lalice, parce que ça veut dire tulipe en turc. Mais pour la répartition, je pense que c'est très organique d'un cas à l'autre, en tout cas pour Nino. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Capucine elle a vraiment agi comme une directrice artistique du livre, dans la mesure où elle n'est pas dans la production du texte, c'est moi qui écris concrètement. Par contre, le ton du livre, il vient plus d'elle que de moi, ce qui est assez, je pense, difficile à percevoir de l'extérieur. Mais c'est que en fait, ça a été un peu la directrice artistique, la mécanicienne. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie d'histoire, du scénario, c'est des choses qui viennent beaucoup plus d'elle que de moi. Moi, je vais être bon pour développer un style, un certain style, si on arrive à le canaliser dans un canot. Et Capucine, elle va être vraiment efficace pour
faire en sorte que ce soit lisible et recevable par le lecteur. Nous, en fait, c'est un livre que j'ai essayé d'écrire tout seul pendant un court temps, et je me suis très vite rendu compte que ça allait pas être possible, et que j'avais besoin j'étais trop affecté, en fait, dans la manière d'écrire et dans le récit qui se construisait. D'ailleurs, j'avais du mal à construire, parce qu'il était tout simplement trop proche de nous, enfin de moi. Et Capucine est arrivé avec une idée beaucoup plus cool et évidente de la fiction dans cette histoire. Moi, j'arrivais pas à passer le cap et à mettre en fiction certaines choses. J'étais trop bloqué par ça. Et toi, tu es arrivé avec des indications, en fait, tout simplement. Concrètement, comment ça se passait. La journée, j'écrivais une série de pages. Le soir, elle reprenait les pages, elle les annotait. Et elle préparait, en fait, à me donner des indications pour la suite de l'écriture en disant ok, maintenant il faut qu'il se passe ça, il faut qu'il se passe ça, il faut que tel personnage soit en rapport avec tel personnage parce que c'est déséquilibré jusqu'à présent. Là, il faut que tu fasses gaffe parce qu'en fait elle est en train de passer pour une connasse alors qu'on aimerait qu'elle soit cool. Lui, ça va pas du tout, il est relou, on dirait qu'il donne des leçons, c'est pas ça qu'on veut faire, mais plus d'humour à cet endroit-là. Enfin voilà, des choses de cet ordre-là comme. Presque la scénariste. Oui, c'est ça, ouais. La mise en scène, après, c'est un peu. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est comme si on avait un qui faisait les dessins et l'autre le scénario de la BD. Moi, je m'occuperai du dessin en l'occurrence, et toi du scénario. C'est-à-dire que oui, moi je vais donner la couleur du livre, mais ce qui s'y passe en termes de narration, ça dépend énormément d'elle. C'est drôle que vous citiez la BD ou le graphique comme exemple, et l'un et l'autre. C'est que c'est extrêmement visuel. Enfin, c'est du texte, mais on se prend des images. Alors en plus, comme là il y a la nuit, il y a un truc très kaléidoscopique. Et effectivement, on marche dans un film. Enfin, ça ressort énormément dans l'écriture. Je pense que c'est aussi parce que Simon, au final, avant d'écrire L'été des charognes, depuis que je te connaissais, tu lisais jamais non plus, quoi. Donc au final, ce qu'on sait, c'était qu'on regardait beaucoup de films. Et donc c'est ça qui l'a aidé aussi vraiment à avoir ce style qui est si unique, c'est qu'il n'était pas... des fois, quand on est trop baigné, moi je le voyais aussi en photo, quand on a trop d'influence, au final on se perd, nous, on ne trouve plus, parce qu'on a tendance inconsciemment même à reproduire ce qu'on voit ailleurs, alors que lui, même s'il avait lu plus jeune, il ne lisait plus. C'est que ça faisait... Enfin, en tout cas, pas écrasé par le poids des classiques ou des grands maîtres. Tout à fait. Au moment où j'ai écrit L'été des charognes, je suis complètement dégagé de ce que c'est je ne sais pas ce que c'est que la littérature, en fait, quasiment. Enfin, j'ai lu adolescent au lycée beaucoup, dans une phase, mais j'ai vécu beaucoup de choses entre-temps. Et par contre, au moment où je me mets à écrire, j'ai ce besoin d'ouvrir des livres et de trouver des livres qui m'accompagnent dans l'écriture, de me reconnecter. Mais c'est vrai que j'ai pas une grande idée de la littérature, donc je ne suis pas écrasé par cette grande idée, et je suis complètement naïf dans la manière de faire. Et c'est ce qui fait qu'il y a une liberté de ton qui a séduit et qui fait qu'on a pu ensuite développer un chemin à travers tout ça, quoi. C'est peut-être ce qui fait aussi que vous avez osé. Ouais, alors c'est clair qu'en tout cas, je n'aurais jamais écrit un livre en me disant aujourd'hui je me mets à table et j'écris un livre. Il y a eu ce processus avec les photographies, il y a eu ce système de petites anecdotes qui étaient mélangées aux images, et puis le texte a grandi, et puis ça a été 8-10 pages, et puis en fait ça a été plus, et puis au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit ça commence à ressembler à un livre en fait. Oui, parce qu'au final, en fait, si tu l'as fait à la base, c'était parce que c'était pour son jury d'examen Oui, c'est parce qu'il avait quelque chose à présenter. Il était dans une option qui était comme les beaux-arts, et lui, il ne sait rien de plastique. Donc en fait, au bout d'un moment, il s'est dit mince, qu'est-ce que je vais présenter à mon examen de fin d'année si je sais ni peindre, ni fabriquer, rien. Et du coup, il a commencé à faire ce truc. Mais à la base, c'est pas quelqu'un qui s'est dit je vais écrire un livre. C'est en fait, je dois présenter un truc pour avoir mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est devenu un livre, mais c'est vrai que tout s'est fait par hasard. Enfin, de toute façon, pour l'instant, notre carrière, tout ce qu'on fait, tout se fait toujours par hasard. C'est rigolo de vous raconter ça, parce qu'en fait, depuis le début, je me dis, il était aux Beaux-Arts, mais il ne parle jamais de ce qu'il faisait en art, et en fait, finalement, il écrit. C'est-à-dire que, concrètement, j'étais dans un atelier qui s'appelle Espace Urbain, qui amène ses étudiants à avoir une pratique plastique, principalement in situ, dans la ville. Et moi j'arrive en écrivant un roman sur un espace rural, sans esprit de contradiction. Là, dans ce cas-là, vous êtes bien rattrapé avec Nido. Ouais, effectivement, quand L'été des charognes était
ultra rural. Nino dans la nuit, c'est très urbain, mais très, à tel point, enfin, il y a une lecture de la ville, très clairement dans les yeux de Nino, que ce soit Paris, la banlieue ou même Bruxelles. On va en parler un peu de Nino dans la nuit. Donc il y avait besoin déjà de ce changement de décor radical. Le rural fallait. C'était essentiel. En fait, moi, ça m'a très vite saoulé après l'été des Charolles. J'ai très vite senti le truc de. Par exemple, dès que j'allais chez un libraire pour une rencontre, et le libraire aime bien offrir un bouquin aux auteurs qu'ils invitent, et je crois que j'ai une collection de. Droit à tous les romans ruraux tous les romans, mais de tous les pays. C'est-à-dire que j'ai des histoires de gamins à la campagne d'Ouzbékistan. Vraiment, j'en avais marre. Je dis, c'est bon, j'ai écrit, j'en ai rien à foutre de la campagne en vérité, c'est derrière. Quoi. J'aime bien ça, mais si je me suis barré à 17 ans, c'est pas pour rien. Et donc, oui, il y avait vraiment besoin de parler d'autre chose, et puis aussi de parler de quelque chose qu'on partageait tous les deux. Oui, on est très influencé au final dans ce qu'on fait par notre vie, notre quotidien. Donc c'est vrai que l'été des Charolles, c'est l'enfance de Simon. Et Nino, c'est vrai que c'est plutôt notre adolescence, enfin la fin de l'adolescence. C'est inspiré de ça. En tout cas, même si nos romans c'est de la fiction, ce qu'on écrit, on l'écrit à partir de, en tout cas, la lumière de nos expériences. La connaissance de la vie qu'on livre, la petite connaissance de la vie, des territoires qu'on livre dans nos livres, c'est la nôtre, on ne va pas la chercher ailleurs. Et donc, ouais, c'est vrai que Nino, c'était vraiment nos territoires communs. Quoi. La Légion aussi. Parce que donc ça démarre quand même, donc Nino Paradis, il a un nom de famille qui n'est pas anodin. C'est le premier mot du livre, puis on verra à la fin quels sont les derniers mots. Ça aussi, ça résonne. Nino Paradis, donc il a 19 ans, alors effectivement, par rapport à l'été des Charolles, il était pré-ado, ado, 19 ans, plus tout à fait un ado, pas encore tout à fait un adulte, quoi. Ça démarre, il essaie d'entrer dans la Légion étrangère. J'aime beaucoup ce début de livre. Alors on sent qu'il a fait une grosse bêtise, hein. Enfin, s'il est là avec cette idée qu'à une époque, les hypothétiques reprises de justice pouvaient aller se planquer à la Légion. Ça a bien changé. Oui. Ça a bien changé. Et voilà, elle est sortie d'où cette idée de la Légion? Alors elle dit des choses parce que finalement, effectivement, et c'est en ça que ça a bien changé, on se rend compte que finalement, c'est des raisons économiques. Ouais. Les gens n'ont pas à bouffer, qui sont dans des pays d'une pauvreté extrême et finalement peut-être en situation encore plus périlleuse que celle de Nino qui sont autour de lui. Mais où vous êtes allé chercher l'idée de la Légion? J'ai un trip avec les légionnaires depuis gamin, mais ça s'est accentué. Je sais. En fait, ça vient de. J'ai une grande passion reportage YouTube, mais assez compulsive, c'est-à-dire que je peux penser des thèmes de A à Z. Il a eu la période maître chien, on n'a pas de chien, il a regardé que des vidéos de dressage de chien. C'est dresser un chien, voilà, j'ai toute la théorie, il n'y a pas de problème. Et les légionnaires, ouais, il y a quelque chose, mais déjà il y a quelque chose d'un peu mystique qui me fascine dans le fait de passer une porte et de changer d'identité. Le fait que ça existe au sein d'une institution française, enfin, il y a quelque chose d'un peu dingue. Puis c'est vraiment, c'est un pays dans le pays, c'est 150 nationalités différentes. C'est hyper riche parce qu'on se dit, ok, on a des mecs qui viennent de 150, parce que c'est que des mecs qui viennent de 150 pays différents, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue, et il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Alors du coup, chaque geste, il y a une manière de faire à la légionnaire. On se torche le cul comme un légionnaire, on se brosse les dents comme un légionnaire, on parle comme un légionnaire, on boit comme un légionnaire. Et il y a plein de reportages qui existent et qui sont fascinants parce que les mecs commencent à faire des trucs sans comprendre du tout ce qu'ils font. C'est vraiment des mécanismes de répétition. Et donc moi, ça me faisait hurler de rire de tomber sur des reportages où on voit un Chinois, un Malgache et un Péruvien qui chantent Tiens voilà du boudin sans avoir aucune idée de ce qu'ils disent de manière hyper sérieuse parce qu'ils sont là, ils sont en flip, ils veulent du taf. Enfin, il y a tout un univers qui se met en place hyper vite. Et il y a aussi une idée de l'honneur et de la camaraderie dans une version populaire des termes. Que je trouve intéressante. Après, moi, je pense que ça vient personnellement parce que j'avais des figures d'anciens légionnaires autour de moi et que gamin et qu'il y a ce côté toujours un peu voilà, qui est très présent dans le sud de la France du mec un peu mystérieux qui fait un peu flipper
dont on ne sait pas grand-chose et dont on invente beaucoup de choses aussi. C'est une matière très romanesque, en fait. Ouais, complètement, complètement. Et en vrai, c'est venu de manière très... Alors c'est vraiment la partie fictive. Bon, après, j'ai des anecdotes assez marrantes parce que donc, je me suis beaucoup documenté. Et puis, il y a 2 endroits où voilà, je donne l'information s'il y a des gens qui veulent rentrer dans la Légion. On peut se faire recruter au fort de Nogent, à côté de Paris, et à Aubagne. Donc moi, étant en région parisienne avec Capucine, je décide d'aller voir ce qui se passe du côté de Nogent. Donc je vois qu'en fait, à Nogent, on passe la porte. On ne vient pas chercher des informations à la Légion pour voir comment ça se passe. On va à la Légion. Et il y a quand même un bureau d'information qui existe à Vincennes, au centre de l'armée de terre. Et donc je m'annonce au centre de l'armée de terre en disant que je voudrais des renseignements sur la Légion. Et donc le militaire qui est derrière sa vitre teintée prend son téléphone et dit Légion étrangère, un candidat pour vous. Voilà, parce que personne vient penser une seule seconde que un mec qui veut écrire un bouquin vient sonner à la porte. Et donc je me retrouve dans un bureau avec 3 légionnaires, très sympathiques. J'ai vraiment, je garde un souvenir très touchant de cette rencontre parce que il y avait vraiment l'idée d'accueillir quelqu'un dont on sait rien, mais d'une manière très chaleureuse. Et donc voilà, moi je suis resté dans mon rôle d'aspirant candidat, puisque de toute façon je pense qu'on n'aurait pas compris ma présence en dehors de ça. Et donc on m'a expliqué un peu le processus, mais c'était marrant de me retrouver là, à cet endroit-là. Mais donc ouais, c'est vraiment la partie la plus fictionnelle du livre. Et vous en faites aussi un jeu sur la langue, parce que finalement, comme il y en a 90% qui viennent de partout dans le monde, et que dès le début, faut qu'ils répondent. Normalement, on répond compris, sergent, et ça se transforme en une espèce de boubi-boulga de langue qui devient. Alors, compris solgent, c'est à peu près comme ça que vous l'écrivez. Et j'imagine que ça aussi, l'écrivain que vous êtes, s'amuser à trouver comment ça peut s'écrire. En fait, en vérité, j'ai pas inventé grand-chose. Il y a énormément de choses, y compris toutes les répliques du coup des adjudants, des sergents, parce que en fait, j'ai tout entendu. Les vidéos. Énormément de vidéos. Enfin, c'est-à-dire quand vous avez des sous-officiers polonais qui expliquent en français à des gens qui sont pas du tout polonais, il faut s'imaginer le truc quand même. Un mec qui parle français avec un accent polonais à des gens qui comprennent ni le français ni le polonais. Qu'à la Légion, on a tous des anciens pilotes de l'armée rouge, des pilotes MiG-25, des polytechniciens, tout jusque les clodos. Ça fait des répliques qui sont... ils sont dingues, ils sont complètement dingues. Eux-mêmes ont un rapport à la langue qui est complètement dingue. Donc c'était juste très gai de mettre tout ça en place et puis de télescoper notre personnage à l'intérieur pour ce bref premier chapitre, quoi. Comme quoi on arrive à en parler un certain temps. Il est très marquant quand même. Il y a une entrée dans le livre qui est super cash avec ce truc-là. Pour finir là-dessus, je me souviens en avoir parlé à Gérard Bérébi, notre éditeur, en lui demandant si ça tenait la route. Cette histoire de Nino qui se retrouve là, j'explique pas aux gens qui nous écoutent pourquoi il se retrouve là. Mais voilà, est-ce que ça faisait sens pour lui? Et il me dit, bougez pas. Et en fait, il va chercher dans ses archives un entretien avec un ancien du mouvement lettriste, Pierre-Gérard Berlet, qui en fait est parti à la Légion pour les mêmes raisons que Nino, mais 50 ans avant. Il se trouve que la bande dont il faisait partie de l'Internationale lettriste ressemble beaucoup à celle qu'on décrit, et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut y aller, quoi. Bon, alors il va pas rester, il va se faire virer parce qu'il a 10 sur 10, comme lui disent les sélectionneurs. Il sourit à la vie, positif partout. Bon, il a pris tellement de drogue les quelques jours qu'on précédait que toutes les bandelettes sont rouges. Donc il rentre gentiment à la case départ. Et donc là, c'est retour direct en banlieue, mais avec le bonheur de retrouver l'allée, qu'il n'avait pas vraiment prévenu de son départ. Non, j'ai oublié cette information. Dans un appart qu'on peut dire pourri, loué par une espèce de vendeur de sommeil, dont on se demande s'il a vraiment le droit de le louer, parce qu'il n'est pas tout à fait aux normes, le machin. Non. Et en fait, peu importe le nid tant qu'on a l'amour. Ou pas, parce que quand même ça leur pèse. Je pense à un certain âge oui, mais pas pour trop longtemps.
je dirais. Disons qu'ils essayent de se raccrocher à ce qu'il y a de beau dans leur vie. Donc, ce qu'il y a de beau, c'est leurs amis, leur amour. Mais ça n'empêche pas le reste d'être compliqué, quoi. Il y a un truc hyper fusionnel entre ces deux-là. Ouais, mais comme vient de dire Capucine, je pense que ce soit dans leur rapport à l'amour ou leur rapport à l'amitié, en fait, comme ils n'ont pas de patrimoine d'aucune sorte, ils n'ont pas d'argent, ils sont pas spécialement cultivés, ils n'ont pas d'immobilier, ils n'ont rien de ce qui fait qu'on possède quelque chose et qu'on est quelqu'un dans la vie. Tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils sont capables d'inventer les uns avec les autres comme mode relationnel. Et donc ça prend une importance capitale chez eux, peut-être plus que chez les autres gens dans la société, puisque c'est ce qu'ils construisent et ce qu'ils font advenir par eux-mêmes, quoi. Et donc en ce sens-là, oui. Et puis après, je pense qu'ils représentent une certaine idée d'amour au sens romantique du terme. Moi, c'était un truc qui nous tenait à cœur parce que ça fait partie de nos références. Et puis le livre, il aurait pu être très très dur parce qu'au final, c'est comme au niveau du ton de Nino, c'est quand même un personnage où on peut ressentir qu'il y a de la colère. Enfin, c'est une critique aussi, c'est un marginal qui critique beaucoup la société. C'est hyper casse-gueule aussi. Ça aurait pu être le petit mec donneur de leçons. Genre, ah, toi, tu travailles pas, tu fais que de cracher sur tout le monde. Qu'est-ce que tu apportes, en quoi tu contribues, pourquoi tu penses être mieux que tout le monde. Enfin, il y a des trucs où s'il n'y avait pas eu tout cet amour, toute cette douceur, toute cette bande qui sont bienveillants les uns vers les autres, ça aurait pu être un livre très noir sur une jeunesse qui est complètement perdue, qui n'a pas de repères et qui va mal. Et donc, ouais, on avait besoin à chaque fois de contrebalancer, d'apporter un équilibre. De mettre un peu de lumière. Ouais. Il y a, vous parliez... On se vouvoute là, c'est terrible. Vous parliez justement de, ça aurait pu être un petit mec qui critique et qui bosse pas. Alors en l'occurrence, l'un comme l'autre essaie de bosser parce qu'il faut manger, il faut vivre, il faut payer son loyer, il faut. Et mais effectivement, il y a une vision du monde du travail qui est assez terrible et qui est assez juste d'ailleurs. Enfin. À la lumière de nos expériences. Et il y a ce côté en attendant. Enfin, comme s'il n'y avait pas vraiment... Enfin, on attend, mais on attend quoi, quoi. C'est un peu dur de se dire qu'il y a systématiquement le mur derrière. C'est un peu l'impression que ça donne. Disons que c'est des questionnements, je pense qu'on a beaucoup eu tous les deux, mais c'est que moi, comme beaucoup d'enfants, je pense on grandit dans des familles où, comme il n'y a pas forcément énormément de moyens autour, on nous dit bon, il faut que tu fasses des études pour avoir un travail, mais voilà, faut faire des études pour avoir un travail assuré. C'est pas le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est pas de s'épanouir, c'est pas d'avoir un sens dans ce qu'on fait, c'est la sécurité en fait. Mais je trouve ça c'est un truc horrible en fait. Enfin, donc moi qui ai toujours voulu faire un travail artistique, bon, ça passait plus ou moins quoi. Du côté de mon père ça allait, du côté de ma mère c'était ça va pas être très... C'est pas un métier, voilà. Ouais. Et après, donc, on arrive... moi, j'ai un peu essayé de faire des écoles d'art, ça s'est pas bien passé. Donc, mais même si j'avais été diplômée, au final, plus de 60% des étudiants en école d'art, ils finissent dans la restauration. Donc, en fait, on est dans tous ces trucs où la vie de ces personnages, on l'a eu aussi, une vie hyper précaire, une vie où, en fait, sur des années et des années de petits boulots, j'en ai fait que 2 mois qui étaient déclarés. Sinon, c'est que du truc au black. Donc, en fait, si je me casse une jambe, si les retraites, tout ça, c'est vraiment une vie qui est hyper compliquée. Et en même temps, on n'a pas envie de faire certaines concessions. On n'a pas envie que notre vie... je sais pas, ça grise un peu, quoi. C'est déjà compliqué à l'époque et qui est encore plus compliqué maintenant, parce qu'il y a tout un système de débrouille auquel les jeunes qui sont dans la situation dans laquelle on était nous, ils n'ont plus accès à ce bidouillage, à ce système D du fait du Covid. Donc c'est vrai que il n'y a pas si longtemps, moi j'étais en visioconférence avec des étudiants en école d'art à Bruxelles. Et que ce soit sur eux, ils ont l'opportunité de se rencontrer et de créer une émulsion autour de ça. Je pense que les choses, elles ont encore radicalement changé à ce niveau-là. Donc je pense que ça a encore switché vers autre chose, quoi. Moi, ce que je me suis dit, parce que l'un comme l'autre, enfin, je parle des personnages là,
L'allée, ses parents sont profs, si je ne me Ouais. trompe pas. Lui, son père est pêcheur. Alors, il roule pas sur l'or, mais il est bienveillant. Il est toujours prêt à filer un petit billet pour aider. Enfin, c'est un super papa. Et eux se retrouvent dans cette précarité-là. Moi, ça m'a fait penser. Alors, je pense que vu notre écart d'âge, je suis hélas presque de la génération d'avant, où nous, on a été élevés avec cette idée d'ascenseur social, qui est une hypocrisie totale, mais puisqu'on n'avait plus besoin d'ouvriers, qu'on avait besoin d'autre chose, et donc on nous a mis là-dedans. Mais j'ai l'impression que cette génération-là, celle de Lalé et Nino, il n'y a même plus ça, quoi. Cette idée d'ascenseur social, c'est en pleine face, l'égalité des chances, ça n'existe pas, quoi. On est trop nombreux, en fait, je pense. Et oui, moi je le vois, je suis d'ascendance immigré ouvrier italien. Je vois très bien comment entre la génération de mes grands-parents qui écrivaient pas, la génération de mes parents derrière, qui ont pu se débrouiller, qui ont monté des choses, mais aussi dans un monde et dans un contexte économique et social où c'était beaucoup plus facile de tester, enfin, voilà. C'est-à-dire quand on en a marre d'avoir un boulot et qu'il suffit de partir et toquer à la porte d'à côté pour en avoir un autre, on a quand même une autre liberté que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ma génération, où effectivement, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué, enfin, qui s'est resserré d'une certaine manière. Parce que aussi, pour plein de raisons, hein, parce que les gens vivent plus vieux, parce qu'il y a moins de boulot aussi. Tout à fait, ouais. Et donc, il y a un côté, enfin, vous le montrez assez bien, je trouve. Alors, Primo, Nino, vous le faites tous les deux avoir une certaine morale. C'est rigolo parce que ça rejoindrait un peu le code de l'honneur, la Légion, tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, il ne veut pas être téléconseiller parce qu'il ne veut pas refourguer, faire raquer des pauvres gens et leur refourguer n'importe quoi. Et il sait qu'il y a des choses qu'il n'a pas la capacité de faire. Il n'arrivera pas à faire l'effort. En fait, c'est vraiment le questionnement des personnages de j'ai pas envie de m'insérer et de participer au fonctionnement d'une société que je trouve absolument pourrie. Et en même temps, j'ai pas envie d'être un zadiste qui habite au fin fond d'une campagne et qui. Enfin, on a l'impression que nous, c'est ce qu'on ressentait à ces périodes-là, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est que ces deux choix et qu'il n'y a rien d'autre en fait. Que si on n'a vraiment pas envie de vivre dans cette société, faut aller se mettre dans une ZAD et machin. Mais on n'a pas forcément envie de ça non plus en fait. On n'a pas. C'était d'autres pistes de réflexion qu'on cherchait. Ouais. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le milieu duquel ils sont issus, c'est que c'est aussi des parcours. Là, oui, il y a les filles de profs, mais elle est en rupture familiale. Il y a un moment donné où, et ça c'est un truc où ça fait aussi partie de nos expériences personnelles, on est aussi dans un monde où la nation dans laquelle on vit, c'est rien d'autre que la somme des familles qui la composent. Ici, on est éjecté du système familial où en fait, on a un rapport à ça qui est pas évident. En fait, c'est déjà une forme d'exclusion et eux, c'est ce qui se passe. Nino, son père, il est de bonne volonté, mais oui, c'est un pêcheur prolétaire, il habite à Sète. Nino, il a eu naïvement une ambition artistique, et il est monté à Paris, son père lui a filé de la thune pour ça, ça n'a pas marché. En fait, il a honte de le dire, tout simplement. Il ne peut pas revenir en arrière et dire « Ouais, désolé, t'as investi quelque chose qui ne va jamais fonctionner ». C'est juste pas possible. Ça va avec son code de l'honneur, ça aussi. Ouais, c'est ça. Et pas pour le meilleur comme pour le pire, hein. Mais Ça file à une vitesse. On a encore 5 minutes avant que je prenne éventuellement les questions des internautes. On n'a pas parlé de la nuit, on n'a pas parlé de Malik, c'est horrible. En fait, on peut avoir 1 heure de plus. Capucine, vous disiez justement, on avait l'impression que c'était le choix entre soit la ZAD, soit l'école de commerce. Effectivement, il y a un truc. Ils ont un regard assez juste sur le monde du travail. Ils voient bien quand ils se font exploiter, etc. Mais je trouve qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Enfin, c'est qu'ils n'ont pas les armes pour avoir un discours politique. Ouais, enfin, c'est comme Simon disait aussi, c'est qu'on se devine que c'est pas forcément des personnes qui sont très éduquées. Et en fait, ce qu'ils pensent,
Parce que souvent, en fait, ce qu'on entend les gens dire, c'est juste ils répètent ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont entendu. C'est un espèce de mix de toutes leurs références, de ce que leurs parents ont pu leur dire. Et donc, eux, ils ont cette intelligence qui est très naïve, qui est un peu enfantine et qui est dégagée du monde extérieur. Donc, c'est vrai que c'est une morale, c'est leur morale à eux. Et donc, ça peut donner l'impression que... Enfin, oui, que c'est singulier, en fait, c'est la leur. Oui, tout simplement qu'ils découlent des expériences qu'ils font les unes après les autres, et de chaque expérience, ils tirent une conclusion, mais effectivement, ils ne sont pas nourris de discours qui ne leur appartiennent pas, et ils ne se rendent pas du tout compte qu'ils sont dans une position qui peut être politique ou perçue comme telle. Au début du livre, il y a un mec qui essaye de parler à Nino pour qu'il s'engage quelque part, et on a juste rien à foutre. Oui, on nous a de ce que le demandé mec lui pendant raconte, la quoi. promo s'il aurait été gilet jaune, parce que c'était la période des Ouais. gilets jaunes, mais Nino, il aurait jamais Non, été et gilet puis, jaune, quoi. il À la serait rigueur, allé il aurait taguer en pu être manif, un tu vois. casseur ouais, qui aurait trouvé ça rigolo de balancer 2-3 trucs contre les vitrines, mais non, Mais non, ils c'est sont pas... ouais. Oui, mais c'est en ça que je disais que pas, Ouais, Ouais. pas politique. Ouais, bah Ouais, ouais, parce tout à que, fait, ça, euh, leur situation l'est. Enfin, Oui, mais après, ils sont confronte à pas, ça, mais il n'y a pas de... Mais parce qu'en fait, dans tout ce qui peut être pensé prémâché, et que ce soit du côté militant ou du côté politique, enfin, dans tous ces trucs-là, il y a un côté où, dans un sens, c'est un peu faux. Et ces personnages-là, ils aiment le collectif, mais ils aiment leur collectif. Ils vont pas se rattacher à des choses. Et donc, ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils sont vraiment dans ouais, cette bulle. dans leur bulle, ouais. Ouais. Le monde de la nuit, alors évidemment, j'imagine que Nino Paradis, avec ce qui s'envoie pendant la nuit entre alcool, drogue, enfin paradis artificiel, j'imagine que le choix de son nom de famille est peut-être aussi venu de là. C'est une façon quoi? C'est une façon de, alors primo de faire la fête, d'avoir effectivement ces amitiés très fortes. Ils sont toute une bande avec Malik, le meilleur ami retrouvé, qui est peut-être d'ailleurs le plus... Ouais, le plus sage, le plus. Ouais, c'est lui, équilibré, même s'il va changer, il a un peu trouvé sa place, lui, quand Ouais, même. ouais, Il ouais. fonctionne, en tout Ouais, cas. ouais. Le moins dysfonctionnel, comme on Oui, dirait. oui, c'est le bon terme. Ouais. C'est à la fois une façon de s'amuser, parce qu'il y a de ça, de fonctionner en groupe, la notion de collectif est importante, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de se tourner la tête pour pas se regarder en face, quoi, un truc de l'oubli forcé Ah, bien sûr, c'est une manière de s'anesthésier, ouais. Ouais. Ouais, complètement. C'est vraiment comme ça qu'on l'a vu. Enfin, Ouais. de toute façon, ça c'est pareil. C'est ce qu'on voyait aussi autour de nous. C'est quand on était étudiant. Ouais, la vie, elle est dure. Mais ouais, que ce soit d'ailleurs pour les précaires comme pour les pas précaires, parce qu'il y en a dans leur bande qui gagnent très bien leur vie, mais qui eux se défoncent la gueule parce qu'ils n'arrivent pas à se regarder en face, parce qu'ils trouvent qu'ils font un taf de merde, et que c'est pas supportable pour eux de se lever le matin et d'aller faire un boulot où en fait ce qu'ils font c'est de forcer les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin ou que sais-je. Donc en fait la seule égalité, elle est peut-être au moment de ces virées nocturnes, d'ailleurs. C'est ça. Entre, il y a des riches, il y a des pas riches, Complètement. il y a Malik, homo, enfin, je sais pas comment on peut définir Malik. Oui, c'est Il pas est nécessaire. Malik, quoi. Hétéro, gay, etc. Enfin, finalement, c'est le seul moment où il y a peut-être une égalité. Ouais, Et il y a quelque chose aussi dans le fait de prendre des drogues comme ça. Enfin, c'est des personnages qui sont considérés comme des ratés par la société et qui peuvent tous, d'une certaine façon, avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Lalie, elle se sent un peu nulle. Nino, il a l'impression aussi d'être un peu une merde. Il y en a par rapport à leur sexualité, par rapport à plein de choses, ils peuvent se sentir mal dans leur peau. Bon, bah, quand t'es défoncé, en fait, tu as confiance en toi, tu te sens bien et t'es un peu heureux, même si ça dure que quelques heures et que le lendemain, c'est de nouveau la merde. Bah, en fait, on nous apprend tellement pas à chercher notre bonheur, à construire notre bonheur et à le développer que, bah, du coup, c'est une génération de gamins qui trouvent que c'est des petits bonbons magiques pour réussir à ressentir ce que ça devrait être le but d'une vie, quoi. Ouais, Mais en ouais. fait, ouais. C'est drôle parce que en vous écoutant parler tous les deux avec le vocabulaire que vous employez et l'un et l'autre, j'ai l'impression que dans l'écrit, il y a un mélange assez parfait d'équilibre. J'ai vraiment l'impression d'avoir... Et d'ailleurs, dans Nino, il y a énormément de phrases, beaucoup des dialogues. Il y a beaucoup des choses que dit Lallet dans le livre. En fait, c'est des choses que j'ai entendues de la bouche de Capucine. Il y a beaucoup des choses que Nino dit qui viennent de ma bouche, de ma manière de penser. Et beaucoup des autres dialogues avec les autres personnages sont composés directement sur des choses qu'on a entendues autour de nous, de la bouche de nos amis. Donc, ouais, c'est
tout ça, c'est infusé de nous énormément. Ouais. Avec ce style qui est très, à la fois très marqué, moi je trouve, et en même temps très compréhensible de tous. Ouais, ça c'était très important pour moi. Ouais. Je sais pas si- On écrit vraiment, enfin nous, surtout toi aussi je pense, mais quand on écrit, on s'adresse vraiment aux jeunes en fait. Des fois on fait des interventions dans des lycées professionnels, des jeunes qui lisent pas, d'ailleurs même nos livres souvent ils les lisent en diagonale, mais moi c'est vraiment pour eux que je le fais quoi. C'est parce qu'on a envie d'apporter ce livre-là, ouais, c'était comme on disait, c'était proche de notre parcours. Ça a tellement été difficile que je voulais que des jeunes qui peuvent avoir des expériences un peu similaires, ils lisent ça, ils se disent ah en fait je suis pas seule, ah en fait ça existe, ah en fait il y a peut-être quelque chose de mieux après, enfin que ça donne un peu de chaleur quoi. Ça, et but, puis c'est- même mettre en littérature des personnages qui ne le sont pas ou qu'on ne croise pas. Parce que oui, effectivement, on parlait de Malik tout à l'heure. Bon, un métis algérien-sénégalais, c'est pas dans le livre, mais nous on l'a défini comme ça chez nous, homosexuel qui fait du drag. En fait, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Avant lui, ou je ne les ai pas croisés, mais j'ai pas l'impression. Et ça, on a tellement eu de retours de jeunes, de moins jeunes, qui sont venus vers nous en disant mais merci d'avoir créé des personnages. Alors nous, on l'a pas fait. Oui, on fait gaffe à ça, mais on force pas les choses. On l'a créé parce qu'on avait envie de le créer et qu'il est venu naturellement et qu'on l'a vu et que tout de suite on l'a habité. Mais voilà, ça fait toujours du bien de recevoir des messages de gens qui nous disent ok, en fait, nous aussi on existe dans les livres, quoi. Alors sur le moment où on l'écrit, on n'a pas du tout la prétention d'avoir ce genre de retour, mais quand on se rend compte que ça agit aussi chez les gens à ce niveau-là, ça nourrit vachement notre travail d'écriture ensuite, quoi. Un jour, vous allez croiser un Malik, tel qu'il Ouais, correspond. je pense qu'on les a croisés pour qu'il advienne avant ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Damien qui dit ouais, Malik, c'est un peu moi en fait. Il reste 3 minutes. Est-ce que du côté de nos lecteurs et lectrices derrière leurs écrans, il y aurait une question pour Capucine et Simon Johannin? Alors moi, je poserais bien une question. Dans ce que vous avez écrit, il n'y a pas de résignation, mais il n'y a pas de révolte non plus. Mais, La révolte, elle est à la fin. En fait, Ouais. c'est vrai que énormément de gens le l'ont pas sentent vu pas. en fait. Mais la fin du livre, c'est parce qu'il y a plein de gens ont cru que la fin c'était ah bah il galère et je vais peut-être pas trop dire la fin. Moi aussi les gens. ils sont- Non, mais c'est-à-dire Mais, que oui, en fait, le chemin qu'on a voulu décrire, c'est le chemin qui va jusqu'à la révolte. Et le livre, ça arrête Ça se termine au sur niveau de la ça, première étincelle, quoi. Ouais, Mais la dernière page, elle est vraiment à prendre comme la première étincelle ouais, d'une révolte à venir. ouais. Après, effectivement, il y en a qui l'aperçoivent autrement, Ouais. et c'est un peu... Ouais. C'est vrai que vous démarrez Paradis et le dernier mot, c'est Enfer. Ouais. Ouais. Et on C'est ce que a dit l'impression Nino, qu'il n'y a pas de rédemption, quoi. Oui, Enfin, et puis c'est ce que dit Nino à la fin. Il dit j'attends plus de récompense. La place qui nous attend sera au premier rang des enfers. Et, Parce que c'est des personnages qui sont quand même dans plein de questionnements. C'est est-ce que c'est moi qui suis pas normal ou est-ce que pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est vraiment pas bien? Est-ce que c'est moi qui suis pas bien? Et en fait, ce qui se passe à la fin, ça leur apporte la réponse. C'est qu'en fait, oui, non, il y a vraiment rien à attendre. Et moi maintenant, voilà, oui, il y a une idée d'enfin se redresser après tout ce Ouais. qui s'est passé. ouais. Mais en fait, on arrête le livre juste avant que ça arrive. C'est ça qui nous intéressait, nous. Après, oui, on aurait pu écrire la suite et faire la Nino Révolution. Mais on voulait plus montrer c'est quoi le process, c'est quoi le vécu, c'est quoi le parcours d'individu qui fait qu'à un moment donné, il y a une bascule qui peut se créer vers quelque chose de potentiellement très violent, quoi. C'est drôle parce qu'il y a quand même tout un moment, on y croit, au happy end. Il y a un peu de lumière quand même à la fin. Il leur arrive, ils sortent un peu la tête, ne serait-ce que financièrement, Ouais. ils sortent la tête du trou. Et faut quand même que vous donniez un petit coup de de tragédie à tout ça. Hein. Et ça, Ouais, ça vient de Capucine. C'était même pas la tragédie, mais pour moi, ça aurait pas eu de sens de les montrer, de traverser tout ça, Oui, et ça puis au finit sur une final, plage. maintenant, parce que ouais, Simon même l'avait Je savais envisagé pas à un trop, moment, je savais pas trop comment une finir fin cette histoire. plutôt Ouais. heureuse. Mais ouais, pour moi, et aussi parce que c'était l'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, il y avait un truc de rancœur et de revanche en fait. Et j'avais pas envie de paix à la fin, j'avais envie de violence, d'un truc où ok, maintenant on va vous faire payer. Si je l'écrivais aujourd'hui, ça serait plus ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait... En tout cas, il y avait cette idée
d'amener quelque chose qui, Ouais. chez eux, susciterait la réaction qui fait qu'ils seraient dans le refus de ce qu'ils ont gagné. Ouais. Eh ben, ça va être le mot de la fin parce qu'il est pile 14h45. Un immense merci, Merci à à vous vous. deux, Merci. Capucine et Simon. Et puis, on attend si j'ai bien compris, un livre en solo de Capucine pour, allez, on va dire dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent. Et puis un prochain livre aussi pour Simon qui est en cours. Et puis bravo pour ce prix littéraire du deuxième roman 2020. Merci à tous. Merci. Merci.